Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis en compagnie d'Olivier van der Aspolden. Bonjour Olivier. Bonjour, je m'occupe de tout le patrimoine éducatif, mais c'est les écoles, mais c'est aussi les bibliothèques par exemple. Ah oui, d'accord. Et donc c'est quoi la volonté de la ville de Bruxelles? Il y a un projet de construction de nouvelles écoles, il faut des nouvelles places. On n'arrête pas de me parler de boom démographique. Oui. Donc il y a un projet très ambitieux du Collège de la ville de Bruxelles qui est d'ouvrir 4700 places à terme en 2020 pour faire face à ce boom démographique. Et ce projet, justement, ici, il en fait partie parce qu'il a créé, par exemple, 68 places. Alors c'est déjà un vieux projet puisqu'il date de 2009, je pense. Depuis lors, où est-ce qu'on en est? Ça a créé combien de places ce projet-ci? Celui-ci en a créé 68. Oui. Et alors, on est loin des combien il fallait? 4000? On va en faire 4700 en 2020. Mais alors, ça avance très bien et pour l'instant, on est toujours dans les clous. Je n'ai pas le chiffre là comme ça aujourd'hui, mais on tient toujours la route. Alors ici, il y avait une école qui était existante quand même, une partie en tout cas. Il y avait un terrain vague, un terrain qui vous appartenait. Vous avez fait quoi? C'est un marché public qui a été créé, un concours? C'est ça, c'est un marché public, Design and Build, qui a été créé avec la régie foncière de la ville de Bruxelles, qui participe en créant également des logements par rapport à son plan logement. Et donc, ce sont des associations directement d'architectes et d'entrepreneurs qui répondent à l'appel d'offres. C'est ça le principe du design and build, hein. C'est architecte plus entrepreneur. Voilà, la conception et la réalisation du projet. C'est A2M qui a gagné, donc je te propose que l'on aille écouter Sébastien Moreno-Vaca, qui est architecte, patron de ce bureau d'architecture, pour voir ce qu'il en dit. Sur 15 projets, celui-ci était un peu plus que la moitié du plus cher, mais en passif. C'est pour ça que tu l'as gagné, parce que ce n'était pas cher ou parce que c'était un bâtiment exemplaire? On a d'abord respecté un plan particulier d'aménagement qui était proposé pour toute la zone. En plus, on a essayé de garder les particularités des fonctions puisqu'on mélange de l'école avec du logement. Même si c'est des éléments récurrents de l'un à l'autre, plus on quitte les logements, plus on rentre de l'école, on commence à avoir une espèce d'amusement, de forme et de jeu, etc. Cela dit, ce n'est pas du collage, donc il y a une unité dans l'ensemble, mais on fait des variations sur plusieurs thèmes. Il est devenu aussi bâtiment exemplaire dans les fameux bâtiments exemplaires qui a duré quelques années en région bruxelloise. Et alors aussi au niveau européen, il y a un grand projet européen qui tente de disséminer le standard passif dans 14 régions, de la Bulgarie à l'Angleterre, Hollande, Italie. Et celui-ci est un des 3 projets pilotes qui témoignent en fait de toute cette histoire et de tout cet événement bruxellois en fait. Oui, mais ce dont tu parles, c'est également pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Oui, on le met où de celui-ci? De quel côté de la balance? Dans celui qui fonctionne ou dans celui qui ne fonctionne pas? Alors j'espère qu'Olivier dira qu'il fonctionne ou qu'il a dit qu'il fonctionne, hein, sinon je ne serais pas là. Enfin, non. Mais ici, il fonctionne bien. Donc il y a pas mal, il y a des facteurs qui font que ça marche et d'autres pas. Ici, on a pu voir quels sont les facteurs qui font que ça fonctionne. Bon, moi, je te propose de retrouver Olivier pour lui demander ce qu'il pense du bâtiment. Voilà. Mais on est vraiment très content de ce projet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier à part qu'il soit passif? Oui, mais les utilisateurs, les usagers ont vraiment une chouette utilisation de l'endroit avec une série de codes couleurs. Il y a, on voit, on est orange ici, oui, mais il y a du vert aussi. Il y a du bleu, il y a du jaune. Oui. Et c'est tout un système de repères pour les enfants, pour les usagers. Et alors, il y a des locaux dont ils sont particulièrement heureux aussi. On va peut-être les voir tout à l'heure. Il s'agit de la classe d'accueil, donc celle où les enfants qui ont entre 2,5 et 3 ans ont cours, et qui est la transition en fait entre la crèche et la classe maternelle. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que justement, il y a ce petit meuble blanc qui est placé idéalement. Voilà, c'est ça. En fait, on retrouve dans cet espace les codes de la crèche avec ce meuble blanc sur lequel on peut changer les enfants, avec tout le petit coin sanitaire derrière. Et de l'autre côté, on a les codes de la classe maternelle avec les petites tables, les petites chaises. Et donc, on est vraiment sur la transition entre les deux mondes. Alors, il y a une deuxième salle aussi que apparemment les utilisateurs apprécient énormément. Ce n'est pas une salle de gym, mais presque. Non, c'est une salle de psychomotricité, donc c'est pour les élèves maternels, avec ses proportions, ses dimensions, avec sa lumière. Ça donne lieu vraiment à toute une série d'activités pédagogiques super et à toute une série de chouettes jeux, et les enfants sont vraiment ravis.
Bon ben, moi, je te propose d'aller rencontrer Aline, qui travaille également chez ADM, qui va nous expliquer l'architecture et voir tout ce qu'ils ont fait dans le bâtiment. Bonjour Aline. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très bien, très bien. On a vu un peu des explications concernant ce bâtiment, mais pas suffisamment pour moi parce qu'on n'a toujours pas parlé de l'architecture. Donc on a bien compris, il y avait un terrain vague, il y a eu un concours, vous l'avez gagné, vous avez construit tout ce que l'on voit. Mais c'est quoi la particularité architecturale de ce bâtiment, outre le fait qu'il soit passif? On a vraiment joué avec différents volumes de différentes hauteurs et aussi au niveau des façades et des percements, on a mis différentes dynamiques en place, c'est-à-dire que dans l'école, on joue plutôt avec des séquentiels côté intérieur. Sur les façades extérieures, on a une sorte de gruyère qui est formée par différents percements de tailles assez variées, ce qui permet aussi d'avoir des fenêtres à des hauteurs assez basses pour que même les enfants puissent voir vers l'extérieur. Donc c'est assez chouette pour eux. Dans les logements, c'est quelque chose de tout à fait différent aussi parce qu'on a voulu différencier le langage architectural. Et donc là, c'est plutôt des fenêtres verticales. Et donc du coup, comme tu as des fenêtres verticales qui sont l'une au-dessus de l'autre, au niveau de la sécurité incendie, on ne respecte pas le mètre coupe-feu. Et donc pour pallier à ça, on a créé un jeu de boîtes dans la façade. Donc les boîtes ne sont pas une grammaire architecturale, c'est juste la résultante d'une imposition des pompiers, je veux dire. Voilà. Après, pour pouvoir mettre des grandes fenêtres. C'est ça. Donc on a utilisé finalement cette exigence pour en faire quelque chose d'architectural qu'on trouvait intéressant. Tu as également parlé du fait qu'il y avait différents niveaux dans les bâtiments, mais ça je pense que c'était imposé directement dans le cahier des charges. Oui, donc effectivement, il y avait un PPAS sur cette zone, donc c'est vraiment un règlement, plan particulier d'affectation du sol, donc c'est vraiment des règlements urbanistiques qui faisaient qu'on savait qu'il y avait une partie du site où on ne pouvait pas faire plus qu'un Ré+1 et une partie du site où on pouvait monter à Ré+5. Entre des logements, entre une école crèche, plus maternelle, une salle de sport, etc. Est-ce que tout ça, ça a été complexe à mettre en place dans le terrain qui était donné? C'est vrai que c'est un programme assez dense et le but était à la fois de bien séparer les fonctions, qu'elles puissent fonctionner de façon tout à fait différenciée, mais à la fois de pouvoir aussi avoir des liens et avoir quand même une uniformité au niveau de l'îlot, au niveau du langage architectural. En parlant des logements, parce qu'on en a peu parlé, il y a combien de logements au total? Il y a 51 logements. Et c'est plutôt pour des familles, pour des personnes isolées? Donc c'est vraiment diversifié. Ils ont quand même fait la part belle aux grands logements. Donc il y a beaucoup de 3 chambres, il y a quelques 4 chambres. Il y a aussi une vingtaine, je dirais, de 2 chambres, et puis une chambre et même des studios. Donc il y a vraiment de tout. Il y a aussi 2 appartements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et ça a un prix particulier, hein. Je pense que c'est des logements... Donc ce n'est pas des logements sociaux, mais c'est des logements avec un loyer assez bas. Donc il faut passer par la régie foncière de la ville de Bruxelles pour y accéder. Et vraiment, le rapport qualité-prix, on va dire, par rapport au loyer est assez spectaculaire parce que les loyers sont vraiment bas. Outre le fait que le loyer n'est pas très cher, du coup, comme c'est un bâtiment passif, les charges ne sont pas très élevées. Tout à fait. Donc, ces logements sont chauffés uniquement grâce à l'air de ventilation. Les débits sont juste liés au débit nécessaire pour la ventilation hygiénique. Et il y a juste un sèche-serviette dans les salles de bain pour avoir un confort supplémentaire. Mais donc, les charges vont être évidemment minimes. Comme dit Sébastien, ce serait peut-être 1 ou 2 cafés par mois en charge de chauffage. Donc, ça va. On voit également, donc toujours de cette fenêtre où nous sommes, l'ancien bâtiment. Ça a été notre volonté de le préserver parce qu'il était quand même en relativement bon état. Donc il a quand même fortement changé. Tout à fait. Donc on a isolé évidemment fortement l'ensemble pour aussi le rendre passif. Et il y a d'un côté une nouvelle façade qui a été créée pour permettre aussi de créer une circulation qui permet d'accéder aux différentes classes. Sinon, on passait de classe en classe comme ça. Voilà. Et c'est ça, les briques blanches que l'on voit, c'est l'ancien mur de façade? C'est ça, tout à fait.
Je voudrais qu'on parle également un peu des matériaux. La façade, c'est quoi le matériau qui est là, qui recouvre la façade? Donc au rez-de-chaussée, pour l'école, c'est le rez-de-chaussée et le premier étage qui sont recouverts par des panneaux Eternit, c'est des panneaux en fibre ciment. Là aussi, on a joué avec des couleurs différentes, c'est-à-dire que c'est principalement du gris anthracite. Et puis on a la salle de sport qui ressort comme déjà au niveau volume, c'est quelque chose de différent qui est beaucoup plus haut. On a utilisé aussi une autre couleur, donc là ce sont des panneaux blancs. Olivier a dit qu'il aimait beaucoup la salle de psychomotricité. C'est vrai que le toit est assez impressionnant. Le volume est impressionnant, mais le toit il est sympa aussi. Oui. Mais là on a travaillé avec des toitures shed. Et donc on voit qu'il y a différentes des entrées de lumière qui sont assez chouettes. Et ça donne vraiment un beau volume. En fait, c'est la même toiture qui recouvre la salle de sport pour les plus grands, ceux de l'école primaire, et la salle de psychomotricité pour les plus petits. Et c'est vraiment chaque fois, d'un côté, on a une façade gruyère avec plein de petites fenêtres, de l'autre côté, une façade avec des grandes fenêtres qui est côté nord pour pas gêner non plus au niveau du sport. Donc c'est des salles très lumineuses et assez ludiques. Eh bien voilà, Aline, on va en rester là pour cette émission. On se retrouvera dans d'autres émissions d'Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission, comme les autres émissions que nous avons faites sur A2M, sur le site www.archiurbain.be. Aline, tu m'invites pour une prochaine émission? Quand tu veux. Je pense que vous avez d'autres projets qui se terminent là. Tout à fait, tout à fait. On en a plusieurs en cours. Bon, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt.